Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneur 2020, on retrouve Carlo Coccaro, fondateur de Mathémo Monde et aidersonenfant.com. Alors, bienvenue tout le monde à cet épisode hors série des dérangeants dans le garage. Et aujourd'hui, on parle d'économie circulaire, un mot qu'on entend, une expression qu'on entend de plus en plus dans le monde des affaires. Et on a la chance d'être accompagné par Mme Agnès Duprier, leader de pratique chez Desjardins. Bonjour Agnès. Bonjour. On a la chance aussi d'avoir Sophie Reiss, qui est directrice exécutive Innovation à La Ruche. Bonjour. Bonjour Sophie. Et on a mon dérangeant préféré, David Côté de Loop Mission. Allô, mon beau Carlo. Salut David, content de te voir. Moi aussi. Alors, avant de commencer, peut-être vous présenter un peu, mesdames. On vous connaît pas beaucoup dans l'univers des dérangeants. C'est votre première présence à notre micro. Sophie, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que c'est La Ruche? Qu'est-ce que c'est La Ruche? En fait, La Ruche, c'est une plateforme de financement participatif de proximité. On est présent dans 5 régions, bientôt un petit peu partout à travers le Québec. Et notre mission dans la vie, c'est pourquoi je me réveille chaque matin. Pourquoi tu te réveilles chaque matin, Pourquoi je me réveille Sophie? chaque matin? C'est vraiment pour favoriser l'émergence de nouveaux projets dans les régions où est-ce qu'on est. Donc, La Ruche, c'est un OBNL. On est là vraiment pour aider, propulser, activer les entrepreneurs d'ici. En soutien, en financement. En financement participatif, effectivement. Parfait. Agnès? Eh bien, en fait, moi, je vous expliquerai pas ce que c'est avec Desjardins, mais quand même, oui, c'est un mouvement coopératif. Et à ce titre-là, en fait, on s'implique beaucoup dans le milieu. Et mon métier à moi, comme leader de pratique, c'est de soutenir toutes les actions en engagement socio-économique du mouvement. Donc, je suis un peu l'experte conseil dans tout et dans rien qui a trait au développement socio-économique. D'accord, parfait. Alors, avant d'aller plus loin sur le thème de l'économie circulaire, je propose qu'on en parle un peu, qu'on explique ce que c'est l'économie circulaire. Je vais peut-être commencer avec David. David, ton modèle d'affaires est basé sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Quand j'ai commencé à faire l'écononie circulaire, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. C'est quelqu'un de New York qui m'a dit vous faites de l'économie circulaire, on aimerait faire une conférence là-dessus. Puis j'étais comme OK, je savais pas que je faisais ça. L'économie circulaire, dans ma définition à moi, c'est de créer de la valeur sans retirer de ressources. C'est de regarder où sont les surplus dans l'industrie, qu'elle soit alimentaire, métallurgique, forestière, peu importe l'industrie. Ça peut même être du service. Puis de voir comment est-ce qu'on peut prendre les surplus des uns, qui leur coûtent de l'argent parce que c'est des surplus, et de les transformer en produits finis ou en services, puis recréer de la valeur avec. Donc, ça vient toujours avec un respect de l'environnement, généralement? C'est l'idée de mieux gérer nos ressources, en fait. C'est l'idée de réfléchir, c'est faire du gros bon sens. En fait, c'est qu'on gère aujourd'hui nos ressources plus rapidement. En fait, on utilise plus de ressources que leur rapidité de régénération sur la planète en ce moment. Fait qu'on a un problème. En tant que société, on va bientôt faire faillite. Donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est de s'arrêter 2 secondes et de dire, OK, où sont les ressources perdues? Où sont les déchets qui sont encore bons? Où sont les espaces inutilisés? Qui a plus de temps qui ne l'utilise pas? Où sont les parkings qui sont inutilisés? C'est tout ça. C'est toujours réfléchir aux espaces-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font partie de l'économie circulaire? Ben, en fait, je dirais que on veut dire circulaire un petit peu en contradiction avec l'idée de linéaire. Hein? L'idée de linéaire, c'est j'extrais ma ressource, je la transforme, après ça, je la transporte, je la distribue, je l'utilise, puis je la mets à la poubelle. Et là, l'idée, c'est de dire, en fait, plutôt que de la mettre à la poubelle, je vais créer des boucles. Alors, en fait, on peut créer une boucle en disant, au lieu de je l'ai utilisé, je la mets à la poubelle, c'est je l'utilise plus longtemps. Au lieu de on peut faire la boucle plus grande puis de dire, au lieu de la mettre dans une poubelle, je vais l'envoyer à se faire recycler pour être réutilisé, et retransformé, puis après ça, redistribué. Je pourrais recouper le circuit aussi puis dire, c'est pas localement que ça va être encore utile, mais c'est ailleurs que ça pourrait être utile. Donc, en fait, je coupe le circuit à un autre endroit, puis je fais une autre boucle pour dire, je le renvoie en distribution ailleurs. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'économie circulaire. C'est de cette idée de dire que, en fait, au lieu d'avoir une ligne qui finit par ce qu'on disait tantôt, faire faillite, parce que finalement, tout ce qu'on aura extrait, on l'aura foutu à la poubelle puis que c'est plus utilisable, c'est de dire, OK, on fait des boucles pour court-circuiter ce problème-là et recréer du sens et de la valeur dans chaque boucle. J'aimerais ça qu'on donne des exemples, parce que les gens qui nous écoutent entendent ça, ils font « OK, c'est intéressant, mais concrètement, je partirais de l'exemple de David. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement qui est circulaire chez nous? Plein de choses. En fait, on prend, nous, les surplus de l'industrie alimentaire puis on les transforme en nouveaux produits qu'on revend sur les épiceries. Fait qu'on prend les surplus de fruits et légumes qui étaient avant chez un grand distributeur jetés
mis à la poubelle, ils jetaient 16 tonnes à 25 tonnes par jour de fruits et légumes. Par jour? Qui étaient encore beaux. Ils sont encore beaux, ils sont juste mûrs. Puis le cycle de distribution fait que parce qu'ils sont mûrs maintenant, il n'y aura personne qui veut les acheter pour les mettre en vente sur leur tablette dans une semaine. Donc, ils les jettent. Fait que c'est de la spéculation. Fait que tout le monde achète toujours un petit peu plus dans l'industrie, peu importe ce qu'elle est, pour être sûr qu'on a assez de produits pour vendre, pour être compétitif. Alors nous, on prend ces fruits et légumes qui étaient rejetés, qui avaient une valeur monétaire de plusieurs millions de dollars pour notre partenaire. On les achète. Fait qu'on rachète. C'est pour ça qu'il y a le mot économie dans l'expression économie circulaire. On n'est pas une OBNL qui dépend des dons. En fait, c'est vraiment à but lucratif, en fait. C'est de faire perdre moins d'argent aux grandes entreprises qui jettent, reprendre leurs déchets, puis les remettre dans la chaîne de la valeur. Fait que nous, on fait du jus. On fait aussi du savon avec les huiles rejetées d'une chaîne de restaurants. C'est là où on a les boucles d'Agnès. Donc, la boucle au niveau des ressources, des intrants, mais vos extrants, vos déchets redeviennent aussi d'autres produits. Exact. Nous, notre pulpe, quand on fait du jus, il y a de la pulpe. Cette pulpe-là, on fait des gâteries pour chiens. On va faire des croûtes à pizza qui sortent bientôt en épicerie. Fait qu'on, nos pelots d'orange vont dans une distillerie où est-ce qu'ils font de la liqueur d'orange. Après, sa pelure d'orange va dans une autre distillerie où est-ce qu'ils font de la teinture d'orange. Fait que c'est infini, en fait. On peut toujours... Puis l'idée, c'est de juste sortir de sa lunette d'entrepreneur. Quand on a une entreprise, en général, on est vraiment occupé. On est occupé à s'occuper des ressources humaines, faire plus de ventes, du marketing, renvoyer du monde, rengager du monde. On est occupé puis on n'a pas le temps. Fait que les déchets, on y pense pas, en fait. T'sais? Puis, vas-y. Et comme il n'y a pas de coût aux déchets, hein, parce qu'on vit dans une société où le déchet n'a pas de coût, le carbone n'a presque pas de coût, ce qu'on jette au centre d'enfouissement, l'entrepreneur ou l'entreprise ne le paie pas vraiment. Est-ce que c'est je vraiment... t'arrête ici. Comme Courchaine, par exemple, c'est 105 à 115 $ la tonne. Fait qu'eux, ils dépensaient entre 200 et 400 000 $ par année juste pour se débarrasser de leurs déchets. Ah oui, OK. Fait qu'il y a vraiment un grand avantage économique. Un grand avantage économique à transformer, absolument. En fait, je dirais qu'ici, le coût est moins élevé que ce qu'on peut trouver en Europe. Puis c'est pour ça qu'en Europe, l'économie circulaire a démarré il y a une vingtaine d'années déjà, parce que, dans le fond, le coût des poubelles était tellement important que le traitement des poubelles, que ça a plus vite valu la peine. En tout cas, ça a été plus évident plus vite. Qu'ici. Mais ici, effectivement, plus on augmente les coûts réels de notre consommation, du cycle de vie de chacun de nos produits, plus c'est reflété, plus ça vaut la peine de faire de l'économie circulaire. Mais ce qui est très intéressant de voir dans l'expérience justement des jus, enfin de Loop, c'est que ce qu'on voit, c'est que ils font une partie du cercle. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprennent des oranges, puis eux, ils extraient le jus. Bon, puis là, ça sert à faire ce que eux font. Par la suite, le reste du produit, qui est encore un trésor, avec lequel il y a encore quelque chose à faire, il le transfère à quelqu'un d'autre qui fait un autre morceau de la boucle, qui continue à traiter dans la distillerie, les savons, je sais pas ce que ça fait. La bière, on en fait des affaires. En fait, techniquement, ce que ça fait, c'est que on n'est pas... Ce qui est très important quand on est un entrepreneur puis qu'on se dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour aider l'économie circulaire dans ma vie, moi? Mais en fait, c'est pas d'imaginer la boucle au complet. C'est d'imaginer le petit bout qu'on peut faire, nous. Puis après ça, de trouver d'autres copains qui, eux, pourront faire un autre bout. Mais c'est de commencer par trouver les premiers copains pour faire le petit bout pour nous, puis de trouver d'autres copains par la suite pour faire la suite. Oui, parce que ceux qui sont les entrepreneurs intéressés par l'économie circulaire n'ont pas nécessairement, ce que je comprends, besoin de réinventer toute la roue du modèle d'affaires de leur entreprise. Ils peuvent y aller par petites sections pour justement revaloriser certains déchets, ou même, c'est pas juste des matériaux, il y a du temps aussi qu'on peut partager. Il y a du temps, il y a de l'énergie, il y a de l'espace, comme il dit. Puis là, on peut imaginer, parce que ça va aussi dans les sphères de ce qu'on appelle l'écologie industrielle, là, c'est-à-dire que, dans le fond, je suis à côté je suis dans un parc industriel, quelque part dans un des nombreux parcs industriels qui parsèment le Québec. Et là, en fait, l'entreprise à côté de moi, quand elle fait ses opérations, ça dégage la chaleur, puis elle a besoin de se refroidir. Moi, je peux m'installer là pour faire pousser des tomates, utiliser la chaleur, puis lui refiler ma fraîcheur. Et donc, en fait, établir un circuit qui permet, en fait, que ça nous convienne à tous les deux. Moi, ça va diminuer mes coûts de chauffage. Lui, ça va se diminuer ses coûts de refroidissement, puis tout le monde va être content. Donc, ça peut être juste aussi des morceaux là, de ce qu'on est en train de faire. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment du gros bon sens, en fait. C'est ça qui est absolument génial là-dedans. Souvent, on se dit, oui, mais ça doit être compliqué, faire des modèles d'économie circulaire. En fait, mon expérience jusqu'à maintenant, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire de l'économie circulaire que de l'économie linéaire. Parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde est heureux. Parce que tu gagnes, littéralement. Tu donnes à étudier à quelqu'un, hey, je vais te payer pour ce qui était une dépense pour toi avant. Puis après ça, je vais prendre ça, puis je vais avoir du marketing gratuit parce que les gens vont triper à cause que c'est une mission. Puis aujourd'hui, la mission sociale est très importante quand les gens s'achètent des produits. Fait qu'en plus, tu as un avantage compétitif par rapport aux autres. Fait qu'il n'y a pas vraiment de désavantage à le faire. Est-ce que il y a pas de désavantage, il n'y a pas
de temps supplémentaire à investir ou de... Parce qu'on parle de la notion de partenariat. Il y a une façon différente de voir la création de produits. Pour nous, c'est sûr qu'à Loop, c'est au lieu de faire une étude de marché, puis regarder les grandes tendances, puis dire, OK, ben la fraise est en tendance, on va faire un jus de fraise. On peut pas faire ça. Il faut regarder quels sont les problèmes, quels sont les surplus autour de nous, qui nous appelle pour dire qu'est-ce qu'ils jettent, puis avec cette matière première-là, qui est en surplus, il faut inventer un produit. Et être en adéquation avec le marché, parce que tu peux avoir un produit issu de l'économie circulaire. Exactement. Si t'as pas de marché, si t'es pas capable de le vendre. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'il y a cette petite partie-là qui est un petit peu plus complexe, mais en même temps, je veux dire, les surplus, s'ils sont là, c'est que c'est des produits qui ont été utilisés quelque part. Fait qu'ils vont servir à quelqu'un naturellement. Les dérangeants, dans le garage. Sophie, dans ce que vous voyez à la ruche des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui viennent vous voir, est-ce que l'économie circulaire est au cœur de leur réflexion, à tout le moins des valeurs de coopération et d'entraide? Bien, au niveau des entrepreneurs qui viennent nous voir, c'est sûr, nous, on accepte tout type de projet. Donc, on en a vraiment, là, on a un spectre très large de gens qu'on accueille. Mais ceux qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, c'est sûr que nous, la ruche, on est une très, très belle solution pour eux. Pourquoi? Parce que tantôt, tu sais, quand je vous entendais parler, Agnès, David, il y a des mots quand même très forts. Tu sais, le mot l'humain sort beaucoup là-dedans. L'entraide, la complémentarité, la manière vraiment très ronde d'aller chercher les forces de chacun puis aller complémenter pas les faiblesses, mais en fait, les besoins des autres. Et nous, la ruche, on a un modèle quand même très particulier au niveau de notre empreinte régionale aussi. On va chercher les forces des humains, des gens qui sont là, qu'on appelle, nous, des ambassadeurs, qui sont inscrits dans chacune des régions et qui peuvent aussi bonifier les projets par leur expertise aussi. Donc, des fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement que des déchets qu'on met en relation. Il y a de l'expertise aussi. Il y a vraiment aussi des biens, tu sais, des biens qu'on peut justement qu'on a un besoin puis que l'autre peut nous donner un coup de main. Et une belle nouveauté qu'on va avoir grâce au soutien aussi de Desjardins, c'est notre nouvelle plateforme qui est la ruche unie par Desjardins, qui va permettre dans le cadre d'une campagne de financement participatif de valoriser justement où l'entrepreneur va pouvoir exprimer ses besoins. Donc il va pouvoir dire j'ai besoin de X nombre de milliers de dollars, mais hey, en passant, j'ai besoin de telle affaire en ressources matérielles et j'ai aussi besoin de telle affaire. Cool. Oui, de juste recevoir de l'argent, mais oui. C'est très génial. Exact. Donc, ça permet qu'au sein d'une communauté, puis quand je parle de communauté, je veux dire, c'est des gens partout à travers le Québec et même le monde qui peuvent contribuer aux campagnes. On n'a pas de délimitation nécessairement géographique, mais reste qu'on est local, on est présent, on est là. Nous, la ruche devient une force très, très puissante au niveau de ce côté-là de mise en relation et d'être une entremetteuse exceptionnelle. Donc, la ruche, nous sommes là. C'est ça. Non. Notre petite abeille nationale. Non, on est là quand même pour faciliter la vie de ces promoteurs-là. Et tout ça va s'inscrire dans le cadre d'une campagne, comme on est l'habitude de le voir, une campagne de financement participatif. Quand on dit financement participatif, oui. On parle de sociofinancement. Exactement. Sociofinancement, crowdfunding. Nous, on aime beaucoup utiliser le mot financement participatif. Pourquoi? Parce que c'est le financement par la foule. C'est plusieurs personnes qui contribuent à coup de petites contributions à un grand projet. En fait, à atteindre le montant nécessaire pour que l'entrepreneur, l'organisme puisse réaliser, mener à terme son projet. Donc, c'est un peu dans la logique de l'économie circulaire, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que je peux faire moi? C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit financement participatif, on est dans la logique du comment moi je peux participer à une réalisation, à dynamiser mon milieu, plutôt que d'être dans une logique de finalité, qu'est-ce que je peux faire socialement, comme on l'imagine dans le sociofinancement. Donc, c'est vraiment pour ça c'est l'expression qu'on privilégie. Là. Ouais, ça fait du sens. C'est la bonne. On l'adopte. On l'aime, on vote. Et pourquoi un entrepreneur irait voir la ruche pour faire du sociofinancement ou du financement participatif plutôt que d'aller chercher un investisseur pour un 50 000 $ ou une banque? Quels sont les principaux avantages? Il y a plein d'avantages. Le premier, tout à l'heure, on posait la question de bien beau avoir la bonne idée, mais il faut savoir si elle va se vendre. Faire une campagne de financement participatif, c'est une excellente façon de valider le marché. Donc, c'est un test de validation de marché. On peut vraiment voir est-ce qu'il y a vraiment un attrait, est-ce qu'il y a un besoin pour ça, et est-ce que les gens vont faire l'action aussi de dire, hey, moi, j'y crois assez pour le pré-acheter. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui donnent des tapes dans le dos en disant, hey, t'as donc bien une bonne idée.
acheter, mais oui, je t'encourage. Mais la journée où est-ce qu'on sort notre numéro de carte de crédit pour pouvoir préacheter, ça, c'est vraiment un geste qui est très, très concret. Beaucoup de gens aussi utilisent le financement participatif de plus en plus pour l'inscrire, ne serait-ce que dans un média, comme un média dans un plan de communication. T'sais. Donc, ça devient une nouvelle phase de commercialisation, entre autres. Puis après ça, ben, c'est sûr, c'est non négligeable. La Ruche, on a une particularité, une distinction qui est très, très intéressante. C'est tous nos programmes de financement additionnel. Donc, au-delà de la campagne de financement traditionnel, donc là où est-ce qu'on sollicite des contributions, normalement, pas normalement, mais on a différents programmes que lorsqu'on atteint l'objectif, d'autres entreprises, comme Desjardins, on a un programme extraordinaire qu'on vient de lancer avec le secrétariat à la jeunesse qui s'appelle le Fonds 1001, peuvent apparier ou tout simplement accorder un montant additionnel suite à la réussite de la campagne. C'est très cool. Exactement. Je pense que les autres font pas ça. Non, ça je peux confirmer. Les autres, là, j'écoute pas, là, mais... exact. C'est cool. Exact. La BDC aussi est là, Futurpreneur et beaucoup d'organismes aussi en région, le Fonds d'emprunt, je ne peux pas tous les nommer, on en a 19, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est super le fun. Ah ouais, c'est un plus. C'est un univers de connexion, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je cherche Desjardins, là, c'est encore dans cette logique d'économie circulaire, c'est-à-dire de permettre aux participants, aux acteurs d'un milieu, de contribuer à des projets, de contribuer à leur milieu, puis se connecter entre eux pour créer ces maillages qui permettent de dire, tiens, je vais récupérer tes carottes, puis là, regarde, telle affaire pourrait te servir, etc. Puis on parle de carottes parce qu'on parle évidemment des jus, mais en fait, ça va vraiment dans tous les secteurs de l'économie parce que, bon, on voit, je parlais d'écologie industrielle tantôt, mais ça peut être de récupérer des matériaux très lourds, des métaux rares, il y a toutes sortes de choses qu'on peut imaginer dans ça qui peuvent resservir, être réutilisés, etc. Il y a un exemple intéressant que tu mentionnais l'autre jour par rapport à Vacances Valcartier, qui fait de l'économie circulaire avec ses employés. Exactement. En fait, on parle souvent des problèmes des travailleurs saisonniers qui finalement sont difficiles à conserver parce que, bien évidemment, ça leur fait pas un revenu régulier. Donc, ils sont à la recherche de d'autres emplois. Ils ne veulent pas rester dans ce secteur-là. Et l'idée de Valcartier a été de se dire, ben nous, on a 2 pics dans la saison, l'été puis l'hiver. Qu'est-ce qui se passe le printemps et l'automne, qui se passe pas le reste de l'année? Puis est-ce qu'il y a un pic? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont complémentaires à nous? Puis ils se sont rendus compte que les garages qui changent les pneus puis qui font les mises à jour de printemps et d'automne, ben eux, ils sont exactement dans les pics opposés. Et du coup, ben maintenant, ils se sont organisés pour offrir des emplois permanents ensemble dans la région de Québec, où alors à ce moment-là, c'est les mécanos qui s'occupent de nos pneus aux 2 intersaisons, en fait, sont ceux qui réparent les machines du village Valcartier. Donc là, on est dans une logique où effectivement, on est encore dans l'idée qu'on crée un cercle et qu'on ne laisse rien tomber. Et comme David disait, tout le monde est gagnant parce que les 2 employeurs ont des employés, un taux de rétention d'employés plus élevé. Les employés sont contents parce qu'ils ont un emploi à l'année. Et ça leur permet d'offrir ensemble ce qu'ils n'offraient pas à des travailleurs saisonniers, c'est-à-dire toutes sortes d'avantages sociaux comme des assurances, puis etc. Donc, en fait, ça devient vraiment quelque chose qui est... Il y a comme pas de faille, en fait, à l'économie circulaire, parce que pour vrai, c'est du gros bon sens. Aujourd'hui, c'est comme si on prenait... En fait, si on demandait à un autochtone de regarder comment on gère nos ressources aujourd'hui, c'est un peu comme si on lui disait, OK, va chasser un chevreuil, coupe la moitié de ton chevreuil, laisse-le dans le bois, puis prends le reste avec toi. C'est ça qu'on fait en tant que société aujourd'hui. Même chose avec notre... On gaspille et qu'on fout. Puis ce qui est fou avec l'économie circulaire, c'est qu'on peut aider les grandes entreprises à découvrir qu'ils peuvent faire un plus grand revenu sans augmenter leurs ventes. Ça, c'est le côté génial de l'économie circulaire, c'est qu'il y a un petit côté décroissance là-dedans, ou un côté de pas croître à tout prix, c'est pas nécessaire. Tu peux, avec nous, notre partenaire Courchaine a augmenté son bottom line de plusieurs millions avec Loop sans augmenter leurs ventes. Tu sais, c'est quand même énorme parce que si tu prends tes déchets puis tu les vends, ben, tu as un revenu là-dessus que tu n'as jamais eu avant. Ce qui fait que souvent, les déchets sont vus comme un pourcentage dans un état de résultat dans une entreprise. On regarde une ligne, ça s'appelle rebut et perte, puis bon, dans mon industrie, c'est 2 %, lui, dans la scène, c'est 4 %, puis c'est les chiffres acceptés. Mais si les gens commencent à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce pourcentage-là, est-ce que en fait, c'est des matières, c'est des produits qui ont une valeur, puis si je les vends, surtout si j'ai un gros chiffre d'affaires, le 2 %, c'est peut-être un gros montant, ben c'est un revenu sans augmenter mes ventes. C'est aussi un attrait très important pour les employés parce qu'on le dit, les gens sont à la recherche, les consommateurs sont à la recherche de sens. Pour eux, c'est important que leur consommation corresponde à leurs valeurs, mais c'est encore plus important pour un employé que son employeur amène aussi et porte les mêmes valeurs que lui. Et c'est vraiment très important pour la génération des 18-35 ans. Là. Et ce qu'on a constaté, si on regarde une étude qui vient d'être publiée par Academos, à quel point c'est vraiment c'est le 2e point le plus important pour eux. Et en fait,
ça, quand on voit notre entreprise qui pose des gestes d'économie circulaire, puis parfois comme employé où on peut aller de l'avant dans ça aussi, parce qu'on peut faire des suggestions quand on est à l'intérieur d'une entreprise, de se dire, OK, ben telle affaire, ce serait donc bien pas compliqué de faire ça autrement, puis etc. Mais à ce moment-là, on est aussi dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça devient un élément de rétention, il y a une fierté fierté d'équipe qui se crée quand on fait ça, en fait. On le voit avec Yum Yum, c'est un bon exemple. Depuis qu'on prend leurs patates pour faire du gin, leur équipe est super engagée. René Beaude m'a dit, hey, c'est pas de bon sens, le monde, il tripe tellement, tout le monde en parle, le monde amène le gin à la maison. Ils veulent juste créer plus de déchets pour vous autres. Pour faire plus il y a de une gin. fierté d'équipe qui s'est créée, il y a un tissu, il y a une espèce de quelque chose qui crée une cohésion dans l'équipe. Les dérangeants, dans le garage. La notion de partenaire, elle fait partie de la conversation là, depuis le début de l'épisode. Ils sont essentiels. On peut pas faire de l'économie circulaire seul, ou c'est pratiquement impossible. Et tu as parlé de grandes entreprises aussi qui ont souvent beaucoup de déchets, puis peut-être pas la motivation de les revaloriser. Est-ce qu'il y aurait une démarche à proposer aux entrepreneurs, aussi petits soient-ils, pour dire « Hey, regarde, il y a des grandes entreprises qui ont peut-être des déchets, voici comment les approcher, voici comment... » C'est l'argent qui parle. J'ai toujours dit, pour changer le monde, il faut que ça soit rentable, en fait. Si ça ne sera pas rentable, ça ne marchera pas parce que les gens qui changent le monde, c'est les grandes entreprises. Puis les gens qui ont des grandes causes d'effet de serre, c'est les grandes entreprises aussi. Alors, il faut que ça soit rentable. Puis ce qui est génial, c'est que le développement durable, puis qui est un mot qui est galvaudé, qui ne veut plus dire grand-chose, mais l'économie circulaire, ça sonne mieux, c'est rentable. Ça fait de l'argent. Nous, on parle avec Kraft en ce moment, qui nous ont appelés. On travaille avec AgroPure, qu'on sort un produit avec eux dans pas long. C'est des choses rentables, en fait. Ils changent, je le répète, on change les déchets en argent. C'est quand même génial. Fait que ça parle à un entrepreneur. Ça parle même au directeur des opérations, ça parle au VP, ça parle à tout le monde, en fait. Est-ce que les partenaires ne deviennent pas aussi le talon d'Achille de l'économie circulaire? Tu sais, quand notre modèle d'affaires passe par les partenariats, est-ce qu'on n'est pas aussi dépendant de ces partenariats dans le sens négatif du terme, dans le sens où ils pourraient nous quitter puis eux-mêmes valoriser leurs déchets puis dire, ben Loop ou l'autre qui fait ça pour moi, ben je le laisse aller parce que ça va être plus rentable de le faire moi-même? C'est une possibilité. Souvent, il y a plus qu'un partenaire relié. C'est ça qui est intéressant. C'est plus compliqué de juste dire, hey, tu sais, comme, mettons, Yum Yum ne peut pas dire, je vais faire du gin moi-même. Tu sais, ils n'ont pas de distillerie, ils n'ont pas ça. Puis, ça serait bizarre que Yum Yum fasse du gin. Alors que nous, tu sais, on a un brand qui représente l'économie circulaire. Fait que moi, je prends des surplus d'une industrie, puis je vais chercher un autre partenaire qui fait de la transformation. Puis je facilite cette relation-là, en fait. Puis je m'assure que les patates se rendent bien, que la distillerie se passe bien. Moi, je donne du jus en plus. Fait qu'il y a une synergie qui se crée, en fait. Fait que ça serait dur de faire tous nous-mêmes. Je pense que c'est le futur de l'économie. Tu sais, les grandes entreprises d'il y a 20 ans, on disait qu'on voulait tout avoir, tout faire nous-mêmes. C'est nos brevets. On ne dit pas à personne, on est secret. Alors que la nouvelle économie, c'est vraiment de créer des partenariats. Pour pouvoir aller vite, j'ai une savonnerie qui n'est pas mon entreprise, qui crée de l'emploi grâce à nos savons. On a une brasserie qui n'est pas notre entreprise, qui fait nos bières, qui les vendent, qui augmente leur chiffre d'affaires, qui me donne une royauté. On a une distillerie qui en fait. Fait que l'idée, je pense que l'économie du futur, c'est vraiment ça, en fait. C'est de faire du partage puis de pas essayer de tout garder pour soi, en fait. Mais en fait, là-dedans, on n'est pas plus dépendant de notre partenaire qui, par rapport à nous, valorise ses déchets ou certains de ses éléments chez nous que d'un autre producteur à qui on achèterait nos patates et qui serait le seul producteur de patates avec qui on pourra en acheter. Donc, en fait, on est toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'une des grandes leçons qu'il faut qu'on retienne dans notre économie actuellement, et qui est intéressante dans l'économie circulaire, c'est que notre dépendance, elle n'est pas vue comme une faiblesse, mais c'est ce qu'on valorise. On vient de donner une valeur, on vient de monétiser quelque chose qui, avant, n'avait pas de sens et pas de valeur. Donc, en fait, on est en train de, par les lois du marché, on est en train de changer même notre perception de nos relations d'affaires. Ben, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sophie, David, à ce discours enflammé d'Agnès? C'était magnifique, c'était beau, trop hein? beau. C'était trop beau, on va lui laisser la parole. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Merci, David. Merci, Agnès. Merci, Sophie, d'avoir été là. Puis, évidemment, on encourage les dérangeants à l'écoute à s'informer sur l'économie circulaire parce que je comprends qu'il y a une tonne de possibilités qui s'en vont dans les centres d'enfouissement ou qui s'en vont dans du temps perdu, qui sont là, qui peuvent permettre de faire croître les entreprises. Checkez vos poubelles. On finit là-dessus. Merci, tout le monde. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Avec les dérangeants.